L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir, qu'est-ce que le métaverse, cet univers virtuel et surtout à quoi il sert? On va poser la question à notre expert du numérique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Alors j'ai un casque de réalité virtuelle. Et en l'occurrence, vous voyez quelque chose à travers donc? Oui, alors je peux voir un certain nombre d'espaces, je peux me connecter à des mondes virtuels. Avec des manettes, je peux quelque part reproduire un certain nombre de comportements humains à travers ces espaces. Je peux voler, je peux sauter. Il n'y a pas de limite en fait. Non, il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ce qu'on peut faire. Alors ce que je vous propose Stéphane, c'est d'enlever quand même le casque parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Du coup, je vous laisse l'enlever. Et la question aussi, parce que là on parle d'univers virtuel, on parle beaucoup depuis quelques mois maintenant du métaverse. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un monde virtuel et dans ce monde virtuel, on est sur un espace partagé. C'est un peu l'idée que cet espace partagé, donc il peut y avoir plusieurs types de métaverses, plusieurs types de mondes. C'est pas une nouveauté, hein. C'est-à-dire que par exemple, il y avait quelques années en arrière, il y avait un espace qui s'appelait Second Life. Simplement, c'était moins immersif. On n'avait pas un casque sur la tête, on était plutôt dans un affichage à l'écran. Et aujourd'hui, par contre, on est vraiment en immersion. Mais Stéphane, à quoi bon, pardonnez-moi la question, à quoi bon créer un univers virtuel puisqu'on a déjà un univers autour de nous ? Réel cette fois-ci. Alors on peut se déplacer dans l'univers autour de nous, mais l'univers virtuel enlève toutes les notions de distance quelque part. On peut imaginer par exemple une salle de classe. On a tous eu des cours, des formations à distance à travers différentes plateformes vidéo et qui n'étaient pas forcément idéales. Surtout pendant la pandémie, on a vu aussi les limites de l'exercice. Exactement, tandis que là, on a vraiment cette fonction sociale. On a aussi cette communication non verbale qu'on retrouve dans les interactions avec les autres. Et on pourrait se réunir dans une salle de classe à plusieurs et on voit les gens autour de nous avec des avatars hyper réalistes qui nous représentent. Et donc, ça peut permettre de faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, la réalité virtuelle peut permettre aussi de soigner les phobies. On a peur du vide, on peut s'entraîner sur des espaces où le vide est quelque part représenté avec une graduation. Et vous me disiez, ça va même plus loin, il y a des syndromes post-traumatique qu'on peut... Tout à fait, on peut essayer de traiter les syndromes post-traumatiques, on peut avoir un psychologue qui va nous coacher, qui se retrouve qui est à 5000 km de distance, mais qui sera à côté de nous grâce à la réalité virtuelle. Donc il y a beaucoup de promesses et de possibles. Maintenant, il y a aussi tout le côté un peu spéculatif de l'achat de biens virtuels. Mais c'est le cas en l'occurrence, il y a des gens qui se font vraiment de l'argent dans ce monde virtuel. Alors en tout cas, il y en a qui investissent beaucoup pour acheter des terrains, pour acheter tout un ensemble de choses. Après, on peut avoir une bulle immobilière numérique sans aucun problème. Moi, je vois plutôt l'utilité pour la mise en relation, l'aspect vraiment social que ça peut générer, le fait qu'on peut partager des choses, qu'on peut jouer ensemble aussi, on peut quelque part explorer. Hein. La réalité virtuelle permet de voyager, d'explorer des musées, de quelque part explorer des pays, se promener dans des rues. Il y a vraiment un champ du possible qui est énorme par rapport à ce qui est proposé. Et vous comprendrez peut-être Stéphane, que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Je me mets à la place des parents, par exemple, qui se disent « Mes enfants passent déjà beaucoup de temps devant leur écran, mais là, c'est fini, du coup. Ils passeront plus de temps dans la vraie vie. » Alors, oui et non. Je pense qu'il y a toujours des équilibres, comme pour le reste. Hein. C'est comme pour les jeux vidéo aussi. Il y a des équilibres à avoir. Après, bien sûr qu'il y a des risques au sein de la réalité virtuelle, comme dans le monde physique. Hein. Il y a déjà eu des agressions en ligne, des tentatives de viol dans la réalité virtuelle. Donc, tout ça doit être policé d'une certaine manière. On doit faire attention. Les opérateurs de réalité virtuelle, que ce soit Meta ou d'autres, commencent déjà à prendre des mesures pour pouvoir gérer ce genre de cas. Donc, il y a bien sûr tout un ensemble de risques et de comportements adoptés pour pouvoir être adapté à cet environnement. Mais attention aussi, il y a un coût. Il y a un coût déjà d'achat de la technologie. Pour le moment, c'est quand même quelque chose qui est assez cher. Il y a aussi le fait que la technologie autour de la réalité virtuelle, les ordinateurs doivent évoluer, la bande passante, c'est-à-dire il faut de la 5G partout, il faut de la fibre optique partout. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour avoir une réalité virtuelle fluide telle qu'on nous la promet. Et là, on parle à une échelle de plusieurs années, quoi, 10, 15 ans ? Alors le développement technologique n'est pas tellement linéaire. Hein. Si tout d'un coup on a des ordinateurs quantiques, donc des ordinateurs qui arrivent à travailler beaucoup plus vite que les autres... Ça peut être demain.
Ouais, ça pourrait être dans un avenir assez proche, mais je pense que 3 à 5 ans, sans avoir de boule de cristal, va quand même permettre de voir certaines choses. Est-ce que Stéphane, je me permets cette question personnelle, est-ce que c'est le monde dont vous rêvez ? Alors, j'en rêve pas. D'ailleurs, j'ai un casque de réalité virtuelle, je l'utilise pas tous les jours. Je suis pas accro dans ces espaces. Mais d'un autre côté, ça permet de vivre d'autres expériences. Et il faut aussi se dire que, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Au niveau écologique, c'est intéressant. Bien sûr que ça consomme de l'énergie, ça coûte quelque chose. Et puis, ça économise peut-être du carbone de l'autre côté parce qu'on peut voyager sans se déplacer. Mais alors après, ça pose d'autres problèmes par rapport aux ressources qu'on fournit à ces pays qui accueillent des touristes. Voilà, dans tous les cas, il faut juger sur pièce et essayer. Merci beaucoup Stéphane pour vos explications. Avec plaisir. Et merci à vous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.